Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau podcast au début duquel je vous donne quelques nouvelles de notre petite entreprise. Comme je le racontais l'autre jour, je croise de plus en plus de gens qui, quand ils me voient, s'écrient « Ah mon Dieu !» Ce qui, bien que je sois né le 25 décembre, n'est pas l'exclamation à laquelle je suis habitué. Et j'ai fini par demander à l'un d'entre eux pourquoi il disait « Ah mon Dieu !» mais parce que j'ai oublié de souscrire mon abonnement. Eh bien, il y a de moins en moins de gens qui oublient de souscrire leur abonnement et il y a aussi de plus en plus de gens, et c'est un des éléments les plus importants pour nous aider, qui font connaître autour de nous le fait que nous avons repris un podcast, car vous qui nous écoutez, vous avez du mal à imaginer le nombre de ceux qui ne savent pas que nous avons repris un podcast et la satisfaction, permettez-moi de le dire, la satisfaction de ceux qui l'apprennent. Donc, tout ce que vous faites pour à la fois augmenter le nombre de nos abonnés et augmenter le nombre de gens qui sont enfin informés de ce que nous avons repris ce nouvel esprit public en podcast est extrêmement important et je vous en remercie. Comme vous le savez, nous sommes associés au 1. Le 1 publie cette semaine un numéro spécial consacré à Plantu. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées tout à fait excellentes dans ce numéro, notamment un entretien avec François Hollande qui explique ce que c'est que d'être une victime de Plantu et un entretien avec Plantu lui-même qui explique ce que c'est que d'être Plantu et avoir des victimes. Et pour le reste, nous allons donc nous efforcer maintenant d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous commencerons par nous intéresser aux Outre-mer. Pendant plus de 3 semaines, l'archipel de Mayotte a connu une grève générale et des barrages routiers paralysant l'économie de l'île, car le 101e département français subit une forte pression migratoire venue des Comores, à seulement 70 km de ses côtes. Une grande partie des 250 000 habitants de Mayotte voit dans cette immigration illégale la cause principale de la forte délinquance et des divers problèmes sociaux. La venue de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a permis des avancées réelles, selon les mots de Fatihou Ibrahim, le porte-parole du mouvement social, mais les membres du collectif et de l'intersyndicale jugent que des points manquent dans l'accord de principe trouvé avec la ministre. Cet accord contient entre autres une lutte contre la paternité de complaisance, le déploiement de nouveaux effectifs de forces de l'ordre et le démantèlement des bandes. Qualifiés de poudrières, les différents territoires ultramarins sont souvent victimes d'importants retards structurels, d'une immigration massive et d'une insécurité permanente. C'est le cas de la Guyane, deuxième territoire le plus préoccupant après Mayotte, selon le directeur général de la gendarmerie, ébranlé par un mouvement de grande envergure mené par le collectif Pour que la Guyane décolle au printemps 2017 et par des violences en marge de la visite du président Emmanuel Macron. La Guyane est marquée par de profondes inégalités sociales, un fort taux de chômage et l'un des taux de délinquance les plus élevés du pays. En Nouvelle-Calédonie, le référendum d'autodétermination prévu à la fin du 2e semestre de 2018 n'a fait qu'exacerber les tensions intercommunautaires, faisant de l'île le territoire national où l'on compte le plus de blessés par balle. Du côté des Antilles, si la violence semble se résorber depuis quelques années, l'accès aux soins et l'enseignement restent des problèmes sociaux majeurs. Pour faire face à ces enjeux et pour recueillir le témoignage des habitants, Annick Girardin a lancé le 4 octobre 2017 les Assises des Outre-mer qui s'étaleront sur 7 mois et la ministre espère qu'elles seront, je la cite, le socle des politiques publiques du quinquennat tournées vers le développement des territoires ultramarins. Sur cette question, Nicole Niesotto. Alors, la crise des Outre-mer, c'est une sorte de crise perpétuelle de la République. En 1961, déjà, Aimé Césaire
grand leader et poète martiniquais, écrivait un petit pamphlet qui s'appelait « Crise de l'outre-mer » ou « Crise de la départementalisation ». Et je crois qu'il avait pointé déjà la question, qui est la question du statut de ces outre-mer, indépendamment de leur spécificité. Et Philippe, vous en avez très bien parlé, il y a d'énormes différences entre Mayotte et la Guyane, par exemple. Indépendamment de leur spécificité, il faut s'interroger sur le statut de ces territoires. Depuis quelques années, depuis 2 décennies à peu près, on a multiplié la diversification des statuts. On a les TOM, les DOM, les ROM, les régions d'outre-mer, les COM, les communautés d'outre-mer. Au niveau de l'Union européenne, on a PTOM, on a les RUP, les régions ultramarines périphériques. Enfin, on a une multiplicité de statuts. Or, on s'aperçoit que quel que soit le statut de ces territoires, les problèmes sont toujours les mêmes. C'est un peu les 4 fléaux de l'outre-mer. Le chômage des jeunes, à peu près 25 à 30% des jeunes générations. Les inégalités sociales, 1% de la population possède à peu près l'ensemble des richesses agraires des territoires. La violence et l'insécurité. Et quatrièmement, l'absence d'intégration régionale. Et donc, si ce constat est juste, on peut se dire quand même que la solution à ces crises de l'outre-mer ne doit pas être simplement institutionnelle. Moi, je veux bien tous les référendums que l'on veut dans tous les territoires d'outre-mer, mais quand même, il faut se dire que quels que soient les statuts, le problème demeure. Alors, deuxièmement, ça nous fait, je pense, ça nous oblige à réfléchir à la notion d'intégration de ces territoires lointains dans la métropole. En 1946, quand la République invente la loi sur la départementalisation, la politique était celle de l'assimilation. Le principe était celui de l'égalité juridique entre ces territoires et la France pour mettre fin à l'exploitation coloniale, au souvenir de l'inégalité presque naturelle de ces territoires d'esclavage. Et donc la culture politique républicaine, c'est celle de l'assimilation. Et ça a assez bien marché. Ces pays se sont très bien développés dans les années 50-60. Quand on regarde les îles, par exemple britanniques, qui sont devenues indépendantes en 67, on s'aperçoit que les Antilles françaises se sont très bien développées dans les années 60. Et inversement, la culture de l'opposition était celle de l'indépendance. Assimilation, indépendance, c'était le couple qui définissait la politique à l'égard de ces territoires. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La culture républicaine, quels que soient les gouvernements, a oublié l'assimilation et elle est celle aujourd'hui de la différenciation, du respect des identités culturelles, locales, géographiques de l'ensemble de ces territoires. D'où la course à la différence de statut auquel on a assisté depuis 20 ans. Et du coup, l'opposition n'est plus dans une revendication d'indépendance, puisqu'en de quelque façon, le statut lui fait droit. Elle est dans une revendication inverse d'égalité avec les territoires de la métropole. Et donc, on a comme ça une espèce revendication, d'égalité. L'indépendance est devenue un thème qui n'existe plus dans la politique de ces territoires. La revendication, c'est celle de l'égalité, c'est-à-dire faillite de l'État, culpabilité de l'État qui remplit pas ses devoirs envers les territoires, et donc demande supplémentaire d'État, demande de dépendance supplémentaire. Il y a là une contradiction totalement, presque un nœud gordien entre la revendication d'autonomie et la dépendance, en particulier économique, de ces territoires. Et donc les gouvernements, quels qu'ils soient, sont coincés aujourd'hui entre 2 options impossibles, qui est l'assimilation parfaite, qui est impossible, et l'indépendance totale, qui est impensable, en particulier pour les populations locales. Et donc on est condamné au mécontentement, on est condamné à cette espèce de paradoxe. Alors, après, on peut spécifier en fonction des différents territoires, mais je crois que y compris les assises de l'outre-mer, le gouvernement a annoncé des assises de l'outre-mer qui doit donner lieu au mois de mai à la rédaction d'un livre bleu sur l'outre-mer. Sarkozy avait fait exactement la même chose en 2009 quand il y a eu la grande crise, grève générale de 3 mois en Guadeloupe et Martinique. 130 propositions étaient sorties et évidemment elles ne sont pas appliquées puisque ce sont des revendications d'implication supplémentaire de l'État qui émanent de ces territoires et une difficulté de l'État, notamment pour des raisons budgétaires, à les assumer. Donc on est vraiment dans cette impasse. Lucille Schmitt. Oui, par rapport à ce que vient de dire Nicole, moi je crois que ce qui est aussi très très intéressant, c'est de rappeler que au fond il y a eu une décolonisation, il y a ces territoires d'outre-mer, ils sont aussi
perçus comme quelque part des exceptions par rapport à une histoire de la colonisation et de la décolonisation. Et toute la question pour la France, c'est évidemment d'imaginer comment on dépasse au fond colonisation et décolonisation, sachant, comme vient de le dire Nicole, que la question de l'indépendance aujourd'hui, elle est beaucoup moins fortement posée qu'elle aurait pu être posée dans les années 60, et sachant qu'en même temps, comme ces territoires sont le résultat d'une histoire et que ils restent un petit peu comme des rémanents, c'est-à-dire qu'ils sont le résultat d'une histoire et il n'y a pas de logique, quelque part, à tout le positionnement géographique de ces territoires d'outre-mer. Il y en a dans l'océan Indien, il y en a dans le Pacifique, il y en a à côté du Canada, il y en a dans l'Antarctique, il y a évidemment les Antilles et la connaissance, en plus, de la société française par rapport à ces territoires est extrêmement fragmentée, parcellaire. On connaît les Martiniquais, on connaît les Guadeloupéens parce qu'ils sont en France, parce qu'il y a à peu près 400 000 Antillais qui habitent en France. Est-ce qu'on connaît les Néo-Calédoniens ? Non, parce que à part Christian Carambeu, footballeur célèbre, on ne sait pas très bien qui sont les Kanaks et on a l'impression qu'ils sont très éloignés de nous parce que c'est un territoire qui est aux antipodes, qui est à 16 000 km de la France. Est-ce qu'on connaît les Mahorais ? Je crois qu'on les connaît surtout par rapport aux crises qui se nouent. Et donc, il y a en plus une vision dans la société française de ces territoires d'outre-mer qui est une vision extrêmement fantasmatique, exotique et qui découvre qu'il y a au fond des choses qui sont comme en France, c'est-à-dire la question des inégalités, la crise sociale, le chômage, mais en accentué et avec le sentiment que la seule manière dans ces territoires dont on les résout, c'est la violence, c'est la prise d'otages par rapport à des responsables politiques. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il me semble qu'il y a eu un jeu aussi des différents partis au pouvoir, des différents gouvernements qui a souvent été un jeu électoraliste. Je crois qu'il faut dire ça aussi. La meilleure manière dont on a su traiter les territoires et les départements d'outre-mer, ça a été par exemple quand on transforme Mayotte en département français en 2011, juste avant les échéances électorales de 2012, c'est-à-dire en fait pour jouer avec une promesse d'égalité de traitement qui est une manière d'asseoir un résultat électoral, c'est-à-dire c'est une manière d'anticiper sur les élections présidentielles et législatives. Donc le jeu, c'est que quelque part les gouvernements n'ont pas pris le temps de connaître bien ces territoires et que la violence est aussi une espèce de réponse dans ces territoires pour dire prenez-nous en considération, une demande de respect, une demande de dignité, certainement une demande d'investissement parce qu'on voit bien que la question des hôpitaux, la question des services publics est une question énorme qui aujourd'hui dégénère en termes de sécurité. Mais je voulais juste rappeler une chose, c'est que quand Jean-Marie Tjibaou, par exemple, le leader indépendantiste dans les années 80, lorsque Michel Rocard conclut les accords de Matignon, demande l'indépendance, c'est aussi un adepte de la non-violence et qu'aujourd'hui, et qu'il est assassiné un an plus tard, et qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui est au fond beaucoup plus violente, c'est vrai, mais c'est aussi le résultat d'années où ce qu'on faisait, c'est que vis-à-vis des dom-toms, on donnait, moi je m'en rappelle, on donnait toujours des régimes d'exception, on donnait des subventions, mais on ne réfléchissait jamais à qu'est-ce que c'est un statut lorsqu'on n'est plus dans la décolonisation, puisque ce n'est plus aujourd'hui l'ère historique dans laquelle on se trouve. Pour terminer, je pense que par rapport à cette globalisation de la question des Outre-mer, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à réfléchir sur l'environnement régional en fait, de ces territoires, cesser de les voir seulement comme des territoires à problème par rapport à la France, les voir par rapport à cet environnement sur l'Australie, par exemple, Wallis et Futuna ou la Nouvelle-Calédonie, réfléchir sur les Antilles par rapport à la proximité américaine, sur Mayotte, réfléchir par rapport à la question des Comores, puisqu'on sait bien que c'est la 4e île des Comores et qu'elle a choisi de rester française, mais qui a un sujet avec le gouvernement comorien. Donc on a le sentiment aussi que la France a essayé de traiter son lien avec ces territoires sans tenir compte du fait qu'il y a une mondialisation. Je me rappelle que Dominique Volton, au début des années 2000, avait déjà écrit un ouvrage très intéressant disant, au fond, c'est une chance, c'est l'outre-mer, parce que c'est une manière pour la société française de se concevoir comme multiculturelle, mondialisée. Je terminerai avec un petit rappel écologique, c'est que c'est quand même grâce à ces territoires que la France est un grand pays de biodiversité et que y a par exemple des propositions, des initiatives de protection de la nature sur la mangrove en Nouvelle-Calédonie, j'entendais ça il y a une semaine, qui sont inédites et au fond c'est ouvrir notre culture à des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Donc moi je pense que cette redéfinition du lien ou même cette définition du lien est essentielle. Ce sont aussi des territoires où il y a une diversité, une multiculturalité, par exemple. Je m'arrête, Philippe, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est au départ une colonie de peuplement. On parle beaucoup des Kanaks, mais ils ne représentent que 40% de la population. Il y a en Nouvelle-Calédonie des Vietnamiens, des Polynésiens, des Antillais et évidemment aussi des descendants de ces bagnards, puisque je rappelle que c'est là qu'on avait envoyé les révoltés de la Commune. Jean-Louis Bourlange.
Oui, c'est vraiment le problème de la gestion de ce qu'on pourrait appeler des confettis d'empire. Parce que c'est quand même ce qui reste d'un immense empire colonial français et qui est évidemment très marqué par cette histoire coloniale. Parce que je crois que Nicole a tout à fait raison de dire que l'attitude de la République au cours des années 70, 80, 90, c'était le souci d'assimilation, d'un côté l'assimilation et de l'autre l'indépendance, et c'était la contrepartie d'un ordre ancien qui est un ordre qui nous culpabilise profondément, et justement, qui était d'un ordre fondé sur l'inégalité structurelle et la dépendance. C'était quand même ça, ça servait à ça, les Antilles. Il suffit de voir tout ce qu'on a écrit sur Haïti, sur ce qu'on a, la Polynésie, jusqu'aux expérimentations nucléaires françaises, qui étaient quand même vraiment l'instrumentalisation de ces territoires, avec des risques évidents pour la santé publique d'un certain nombre de populations. Enfin, tout cela, on s'est vraiment assis sur la dignité, la légitimité de tous ces gens. Donc on a cette ombre portée. Ça a été quand même une histoire atroce, hein, l'histoire coloniale, l'histoire néocoloniale, ça a été vraiment atroce. Et puis on a donc eu ce double mouvement d'assimilation et d'indépendance qui, effectivement, ne fonctionne plus. Pourquoi l'indépendance? C'est évident que les Antillais, les Guyanais, les gens de Mayotte, etc., se désolent quand ils se regardent, mais ils se consolent quand ils se comparent, et qu'ils se comparent à leurs voisins, et notamment aux Comores, par exemple, la comparaison est évidente. Donc ils disent, écoutez, l'indépendance, si ça consiste à être comme les autres, c'est pas tellement ce qu'on veut. Donc on préfère rester dans le territoire, dans la mouvance de la République française, et à ce moment-là, afficher une revendication d'égalité, au moment même où tout le mouvement de réflexion administrative en France est un mouvement qui tend vers la diversification, vers l'autonomisation des traitements administratifs à appliquer aux différents territoires. D'ailleurs, on parle maintenant de territoire au pluriel. C'est un terme qui a fait irruption dans le vocabulaire politique assez récemment. Et ce qui est intéressant dans le territoire, c'est le S, c'est la pluralité. Donc on est dans une approche qui est radicalement différente et qui est également une impasse, parce que la diversité, alors si c'est la diversité statutaire, c'est extrêmement superficiel, ce qu'évoquait Nicole, c'est extrêmement superficiel. On peut faire des montages administratifs. Là, l'État français est super fécond en matière de montage administratif, d'acronymes, etc. On peut en inventer de toutes sortes. Mais en réalité, il faudrait la diversité, ça voudrait dire qu'on aborde quelque chose de tout beaucoup plus dur, c'est-à-dire qu'on rompt avec, par exemple, l'égalité des systèmes sociaux. On estime que les minima sociaux, le SMIC, tout, etc., appliqués à un territoire qui est dans une économie régionale qui obéit à de tout autre principe, c'est une garantie de non-compétitivité absolue pour le territoire en question, et c'est à l'origine d'effets pervers massifs, comme ceux qu'on observe entre les Comores et Mayotte au plan de la natalité. Donc on se heurte à ça, mais c'est impossible en République de dire, écoutez, il y a un SMIC pour les continentaux, et puis il y aurait autre chose de moins bien. Alors on est entre ces deux choses, et on est simplement ravagé par la mauvaise conscience. Quant à l'égalité, oui, ça pose un problème. L'égalité par rapport à qui? Par rapport à la métropole, au nom des grands principes et des grands sentiments, mais la métropole, c'est très très loin. C'est pas avec la métropole qu'on est en compétition, ou l'égalité par rapport à l'environnement. Et là, c'est tout à fait autre chose. On arrive à des situations, par exemple à La Réunion, où quand on compare à Maurice, on voit des gens qui sont payés, à peu près comme les Réunionnais,
pour travailler, les Réunionnais pour ne pas travailler. Parce qu'on a un système d'État-providence beaucoup plus fort à la Réunion qu'à Maurice, mais en revanche, on a une dynamique économique formidable à Maurice par rapport à la Réunion. Donc, on vit avec ces contradictions et on s'en sort extrêmement mal. Donc, et je ne vois pas comment on peut faire autre chose que de la godille. Il me semble que on est vraiment dans la lecture des auteurs, des hommes d'État cyniques, pour lequel j'ai toujours une grande tendresse, comme Edgar Faure, qui disait la politique ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais à vivre avec des problèmes insolubles. Et où, évidemment, Henri Queuille, qui avait cette formule géniale, qui synthétise toute l'analyse systémique américaine de David Easton, la politique ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais à faire taire ceux qui les posent. La solution des problèmes est une des manières de faire taire ceux qui les posent, mais il y en a beaucoup d'autres. François Bujon de l'Étang. Oui, je crois que le problème a été très bien posé par Nicole, notamment sur l'incapacité de la métropole à décider d'une politique à l'égard de l'outre-mer. Au fond, nous aimons bien les politiques générales, nous aimons bien embrasser les problèmes d'ensemble. Or, les outre-mer, il faut vraiment utiliser le pluriel, car ils sont pardon pour cette porte ouverte enfoncée, mais ils sont d'une totale diversité et que chaque problème est différent. Le problème de Saint-Pierre-et-Miquelon n'a rien à voir avec celui de la Nouvelle-Calédonie. Ça va sans dire. Alors, que nous ayons hésité entre une attitude jacobine, une attitude girondine, que le sens général de l'histoire en faveur de la décentralisation depuis 20 ans est joué en faveur de la diversification des statuts et de l'accroissement de ce caractère de confetti d'empire, pour reprendre l'expression très juste, je crois, de Jean-Louis. Tout ceci est vrai. Ces territoires sont dans l'ensemble une richesse pour la France. Ils lui apportent beaucoup de diversité, ils lui apportent beaucoup de choses. Ils lui apportent le second territoire maritime au monde, quand même. Ils lui apportent des ressources halieutiques importantes. Ils apportent une diversité climatique qui est elle-même créatrice de richesse. Enfin, et bien entendu, un facteur humain tout à fait important. Cela va de soi. C'est aussi une série de problèmes. Et effectivement, une série de charges. Pour l'un des territoires d'outre-mer que j'ai le plus fréquenté dans ma carrière, c'était Saint-Pierre-et-Miquelon, quand j'étais ambassadeur au Canada, et qu'on rendait un arbitrage sur les droits de pêche dans l'estuaire du Saint-Laurent et qu'on mettait en péril la vie de 6000 Français qui vivent à 6000 kilomètres de la métropole et qui vivent d'une seule ressource, qui est évidemment la ressource halieutique. On voit très bien le drame de ces populations qui, par ailleurs, sont souvent terriblement attachées à la France. Et c'est vrai que l'indépendance, on n'en parle pas partout. Et que dans certains territoires, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne le mentionne même pas. Ce n'est pas une option. Alors, ceci étant posé, est-ce que nous sommes beaucoup plus mal lotis que les autres? Bien sûr, nous avions un grand empire colonial et nous avons donc des confettis d'empire qui nous restent et que nous ne savons pas très bien comment traiter. Mais si vous regardez autour de vous, au fond, il y a d'autres pays qui ont un peu la même situation et qui trimballent, si j'ose dire, des restes de leur passé colonial. Il y a les Britanniques qui, au fond, sont très contents d'avoir les Bermudes, mais qui ont eu des problèmes, si je me souviens bien, avec les Malouines, par exemple. Ils en ont des territoires dans toute la planète. Les Américains eux-mêmes, pays, Dieu sait, anticolonialistes, premiers de tous, ont avec eux les Carolines, les Marshall, Okinawa, Porto Rico, les îles Vierges, que sais-je, et sont très embarrassés pour les traiter aussi. Le problème de Porto Rico, par exemple, est un problème qui revient périodiquement parce que on n'a jamais trouvé le bon statut. Et d'ailleurs, Porto Rico, vous pouvez le comparer à la Guadeloupe ou à la Martinique. La moitié des Portoricains habitent dans le New Jersey et dans l'État de New York, comme une grande partie des Guadeloupéens et des Martiniquais habitent en métropole. Donc je ne suis pas sûr que nous soyons ni mieux ni plus mal lotis que d'autres. Je ne suis pas sûr que nous sachions traiter le problème de l'outre-mer mieux que les autres le font. Et je crois qu'on fait prévaloir, au fond, l'empirisme, le cas par cas. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, ça a été un problème extrêmement difficile que plusieurs gouvernements ont porté devant eux. Le gouvernement de Chirac à la fin de la première cohabitation, et puis Michel Rocard par la suite. Et maintenant, on a reporté les dates du référendum calédonien. Il va avoir lieu à l'automne prochain. C'est donc un problème récurrent qui, au fond, depuis 30 ans, revient périodiquement à la surface. Et je pense que les variations auxquelles
Jean-Louis s'est livré en citant Houcueil ou Edgar Faure sont assez vrais, c'est-à-dire que ce sont des problèmes dans l'ensemble sans solution et pour lesquels chaque gouvernement doit faire face au plus pressé sans avoir véritablement d'a priori ou de ligne directrice. Nicole Nisotto. Oui. Est-ce que la France est mieux lotie que d'autres ? Là, je ne suis pas d'accord, François. Je trouve qu'elle est vraiment mieux lotie, que les territoires d'outre-mer sont une chance exceptionnelle. C'est pas simplement quelques avantages. C'est la condition du statut de grande puissance maritime pour la France. Si elle n'avait pas ces territoires, elle serait une petite puissance hexagonale plus le nucléaire. Nous avons 9 collectivités territoriales sur 3 continents, 3 océans, pardon. Ça fait de nous la 2e puissance maritime mondiale, 11 000 kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Et dans la mondialisation, où on voit l'effort que la Chine fait pour construire des îles artificielles dans la mer de Chine, qu'on voit les efforts que la Russie fait pour planter des drapeaux sous le pôle Nord, le fait d'avoir ces possessions, c'est d'abord un avantage économique majeur, un avantage stratégique parce que ce sont des ports, des zones d'observation et de projection de la puissance française. Ce sont donc, grâce d'ailleurs à la Réunion, la France siège dans une instance où elle n'aurait pas dû être, la commission de l'océan Indien, avec le Pakistan et l'Iran, donc elle est une grande puissance asiatique. Je trouve qu'on doit reconnaître que ces territoires sont d'un apport absolument exceptionnel et que la France a une vraie responsabilité. Je suis d'accord pour dire qu'on est coincé entre des politiques difficiles. C'est le syndrome de Clipperton, si je puis dire. Oui, mais bon, quand même, je trouve qu'il n'y a pas assez de reconnaissance sur les avantages extraordinaires que la France tire de la possession de ces territoires. Ça lui donne une responsabilité et je crois que la politique à mettre en avant, si vraiment il y a une porte de sortie par rapport à toutes les impasses que vous avez justement signalées, c'est de développer l'intégration économique régionale. Je prends un exemple que je connais bien, les Antilles. C'est seulement depuis la loi 2000, c'est-à-dire la loi sur l'outre-mer, que la France incite la Martinique et la Guadeloupe à s'intégrer économiquement. Il y a 2 organisations d'origine anglo-saxonne dans les Caraïbes, qui sont le Comecon, la communauté des États de la Caraïbe, et une autre organisation moins importante, l'AEC. Ça n'est que depuis 2000 qu'on demande aux économies antillaises de s'intégrer. Si la Martinique était dans le Comecon, elle serait le leader avec la Guadeloupe de cet endroit. Il y aurait pu y avoir un développement économique endogène. Alors que là, on continue la dépendance économique vis-à-vis de la métropole. Tous les produits de consommation de base, le shampoing, la tomate, le yaourt, tous importés à des prix au moins supérieurs à 18% du prix de la métropole. Or, c'est pas le coût du transport. Le coût du transport, c'est 2%. Donc, il y a quelqu'un qui se met quand même dans la poche quelque chose et qui fait que ces économies sont des économies de dépendance à l'égard de la métropole, ce qui fait que la population est de plus en plus pauvre parce que la vie coûte de plus en plus cher, alors que si on avait un développement régional, je crois que vraiment on pouvait inverser les termes du développement économique. En tout cas, au moins pour les Antilles. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais partager avec vous une sorte de perplexité, c'est que je regardais les ministres d'outre-mer, les différents ministres, et je voyais que chacun se référait non pas aux outre-mer en général, dont on vient de reconnaître la diversité, mais chacun disait à chaque fois « je suis de la Réunion, je suis de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Je n'ai pas entendu « je suis des Antilles » récemment, mais en tout cas on voit bien que les représentants à l'Assemblée nationale des territoires d'outre-mer sont souvent antillais, et en tout cas qu'il y a une sorte de vote assez global, par exemple sur chacune des lois qui sont proposées, de la droite à la gauche, et on voit bien qu'il y a quelque part une attitude homogène par rapport à ce qu'est la métropole lorsqu'il s'agit de défendre les questions de solidarité. En revanche, la question de la spécificité de la diversité, je trouve qu'elle n'est absolument pas prise en compte aujourd'hui dans l'approche gouvernementale. Pourquoi ? Parce que quelque part, on renvoie à un ministère, alors qu'on voit bien que la question de la régionalisation, la question de la mondialisation, la question du réchauffement climatique, la question de la biodiversité, la question du pouvoir d'influence, par exemple, dans le Pacifique, dès les années 60, des navires russes accostaient en Nouvelle-Calédonie sous prétexte d'exploration scientifique. Donc on est sur des lieux de forte influence sur lesquels il y a des luttes entre puissances, et ça, quelque part, on n'arrive pas à le prendre vraiment en considération. On reste sur des images d'Épinal. À chaque fois qu'on a un Premier ministre qui se déplace en Nouvelle-Calédonie, on le voit avec un chapeau plein de fleurs et en train de pratiquer la coutume. Je pense qu'il y a quelque chose dont il faut sortir, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui au XXIe siècle, et ces territoires, moi je suis contre l'idée des confettis d'empire, parce que quelque part, je trouve que ça donne l'impression que c'est très peu de choses.
au fond, c'est tout ce qui nous reste alors qu'on a décolonisé, et que ça ne rend pas compte de la question dont aujourd'hui on construit une stratégie d'influence dans le monde entier. En revanche, j'insiste sur le fait que je crois que la société française ne connaît pas, au fond, ces territoires, qu'elle ne sait pas l'importance qu'elle pourrait en tirer, sauf peut-être à travers la littérature. On s'aperçoit, quand on renvoie à l'outre-mer, on a l'impression que brusquement l'imagination française se déploie. Donc il y a quelque chose autour de ce lien entre la société française et cette société des outre-mer qu'il faudrait construire différemment. C'est à la fois les puissances régionales et le développement, comme ça a été beaucoup dit, même si le développement, on le cite à chaque fois qu'il y a un problème et que quelque part ça implique un investissement financier qu'il faudrait conforter. Mais on voit bien que il y a quelque chose aussi autour du débat public, et c'est pas le livre bleu à venir qui va changer ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les sociétés se connaissent mieux? Ça me semble être un point essentiel. Jean-Louis Bourlange. Oui, pour réagir à ce que vient de dire Lucie, je crois que ce qui est très très empoisonnant dans cette affaire, dans le débat public, ce qui rend très difficile d'avoir une attitude rationnelle, convergente, c'est Lucie l'a très bien dit, c'est en fait une atmosphère de double complexe. On a à la fois un formidable complexe d'égalité de la part des populations qui disent, et qui ont d'assez solides raisons pour le dire, on nous traite mal, on nous a traités comme des esclaves et on nous traite comme des citoyens de seconde zone, et donc il y a une aspiration égalitaire de type tocquevillienne, mais extrêmement puissante, et en même temps, du côté de l'Assemblée nationale, par exemple, c'est très clair, du côté du gouvernement, il y a le complexe inverse, qui est que, effectivement, ces confettis d'empire, c'est des gros confettis, si je puis dire, c'est-à-dire que ça donne, ne serait-ce que sur le plan maritime, un énorme pouvoir, donc on n'a pas du tout envie de lâcher tout cela. Et on ne sait pas, et on se sent profondément culpabilisé, et on sait en même temps que l'assimilation intégrale n'est pas la solution. Donc tout le monde est absolument ultra complexé dans cette affaire, et c'est ça qui rend vraiment assez pénible. On n'arrive pas à avoir... Et alors de ce point de vue-là, il faut reconnaître que les rapports avec nos îles ou nos presqu'îles, parce qu'il n'y a pas que des îles, comme pourrait le signaler le président Macron à propos de la Guyane, tout cela est quand même archétypique et pas atypique des relations métropolitaines. En France aussi, on a cette relation biaisée, complexée sur l'égalitarisme, sur la compétitivité, sur la nécessité de l'intégration. Le mal français, il est le mal antillais ou le mal guyanais ou le mal mayotin ou si je puis dire. Mahorais, oui. Je sais qu'on dit mahorais. Le mal, ce sont c'est le mal français au carré. Oui, Nicole rappelait que évidemment. Nicole rappelait que nous siégeons en raison de la réunion dans une commission qui peut pas nous faire passer pour une grande puissance asiatique ou une puissance asiatique. Quand je dis nous faire passer pour, de fait, juridiquement, on l'est, mais politiquement, je veux dire, qu'est-ce qui fait que, par exemple, ce voisinage avec le Pakistan dans ces instances qui s'emploient à essayer de réguler cette partie-là du monde, ce voisinage avec le Pakistan, non seulement il est ignoré de l'ensemble de la population française, mais à mon avis, il est ignoré de l'ensemble du gouvernement, ou à peu près, à l'exception peut-être du Premier ministre et d'un ou deux peut-être aussi du ministre des Affaires étrangères, du moins je le souhaite, mais en même temps, s'il est connu, il me semble qu'il n'est connu que formellement. On n'en voit pas la traduction. François Bujon de Lettres. Quelques remarques parcellaires. L'une, c'est que le cas cité par Nicole à propos de l'océan Indien vaut aussi pour l'Amérique latine, au fond. La France est observateur permanent à l'Organisation des États américains parce qu'elle a la Guyane et les départements des Antilles. Donc, ça vaut pour d'autres continents aussi. Ça, j'abonde dans votre sens pour ça. La deuxième, sur l'intégration régionale, Nicole, c'est que ce n'est pas toujours possible. Encore une fois, pour revenir à mon cas clinique de Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai vécu le fait que Saint-Pierre-et-Miquelon est rejeté par le Canada complètement au point d'être dépouillé des droits de pêche et ne peut pas s'intégrer dans l'espace américain. Il n'y a pas d'intégration possible. Ça arrive aussi, ça. Et la troisième, c'est que certains des problèmes qu'on rencontre et qu'on a énumérés au passage sont des problèmes
que l'on rencontre partout en France, finalement. Le chômage des jeunes, je m'excuse, ça touche beaucoup la Guadeloupe et la Martinique, mais ça touche aussi bien la Seine-Saint-Denis, par exemple. Le problème de l'immigration clandestine en Guyane ou, bien entendu, à Mayotte est un problème majeur, mais c'est un problème qui repose le problème du contrôle de l'immigration clandestine dans l'ensemble du territoire français. Et le fait que la remise en cause du droit du sol vienne de ce qui est en train de se passer à Mayotte risque également de faire tache d'huile dans l'ensemble du débat politique français. Donc, il y a des spécificités ultramarines, mais il y a aussi de temps en temps des révélateurs de problèmes qui sont des problèmes français. Je vous remercie. Je mets le droit du sol dans toutes les maternités de France. On va les rendre, on va leur donner l'exterritorialité. Oui. Ça va donner beaucoup de travail à beaucoup de juristes. Beaucoup de juristes. Oui, c'est une forme de PMA juridique ou quelque chose de ce genre. Si je vous propose que nous nous intéressions maintenant au rapport entre les États-Unis et le reste du monde, et notamment à travers la manière dont se dessine une guerre commerciale. Le 1er mars, Donald Trump a déclaré vouloir garantir la sécurité nationale des États-Unis en introduisant de nouvelles barrières douanières. Il a annoncé une hausse de 25% des droits de douane sur les importations d'acier et de 10% pour celles d'aluminium. Mais il a précisé que son administration restait ouverte à des modifications de ces hausses, voire à leur retrait. À la suite de ces décisions, le principal conseiller économique du président des États-Unis, Gary Cohn, a présenté sa démission en dénonçant les conséquences néfastes de cette politique protectionniste. Selon une enquête de la banque HSBC, ces mesures auraient un impact négatif de 0,3% sur les profits des sociétés américaines, en amputant leurs bénéfices d'environ 7 milliards de dollars. Menacée dans ses importantes exportations d'acier et d'aluminium vers les États-Unis, l'Union européenne prépare des mesures de rééquilibrage et menace d'appliquer les tarifs douaniers de 25% sur de nombreux produits américains. L'Allemagne, à qui Donald Trump entend faire payer ses excédents commerciaux trop élevés et ses dépenses militaires trop faibles, l'Allemagne sera la nation la plus touchée par les hausses des tarifs douaniers états-uniens et supportera un préjudice évalué à 2,8 milliards d'euros. La Chine, deuxième économie du monde, déjà touchée par certaines mesures protectionnistes de Donald Trump, a sévèrement condamné cette attaque délibérée, je cite son ministre des Affaires étrangères, contre le système commercial multilatéral. Pour le moment, seuls le Mexique et le Canada ont été exemptés de taxes à condition qu'ils acceptent de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain en des termes plus favorables aux États-Unis. Et évoquant le possible début d'une guerre commerciale mondiale, la présidente du FMI, Christine Lagarde, a jugé redoutable la remise en cause des règles du commerce international. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, j'ai le sentiment que nous assistons depuis quelques semaines à une assez profonde transformation à la fois de la politique et de l'image de cette politique, de la politique américaine et de l'image de cette politique par rapport au reste du monde et par rapport aux États-Unis. On a, à mon avis, à juste titre, considéré que l'arrivée de Trump était l'élection de Trump était l'élection d'un extravagant, de quelqu'un qui bouleversait tous les codes, les principes les mieux établis, les équilibres multilatéraux, la solidarité occidentale, le libre-échange, le respect des droits fondamentaux. Mais tout cela était apparu comme une espèce d'extravagance individuelle et assez sévèrement bornée par un certain nombre de choses. D'abord par le Congrès des États-Unis, puisque en réalité Trump était en décalage au moins autant, ou presque autant, avec les républicains, presque en opposition aussi forte avec les républicains qu'avec les démocrates. Le seul point commun, c'était peut-être le conservatisme religieux, mais Trump est quand même pas très bon en conservatisme religieux par rapport au Tea Party, aux élus du Tea Party américain. Et donc, on avait l'impression qu'il allait faire des bêtises, mais qu'il était soigneusement entouré et il fallait pas prendre notre malheur en patience. On avait une diplomatie qui était faite avec des tweets, on avait des coups de gueule, on avait des choses, mais il ne se passerait pas grand-chose. Or là, on a le sentiment qu'il se passe souvent quelque chose de très différent. D'abord, on a une révolution dans le personnel politique.
on a quand même eu des démissions tout à fait importantes. Le secrétaire d'État, le conseiller au commerce, le directeur de la CIA qui devient donc secrétaire d'État, et on a l'arrivée de personnalités, pour le conseiller au commerce fortement protectionniste, pour la nouvelle responsable de la CIA, quelqu'un qui quand même a pris plus que des libertés avec le credo droit de l'homiste des sociétés occidentales de l'après-guerre. Et quant au secrétaire d'État, on voyait quand même que cet homme était en désaccord avec le président sur toutes les choses qui nous concernaient, et nous étions tous, plus ou moins, enfin tous les pays, je veux dire les pays d'Occident, etc., nous étions tous plutôt sur la ligne du secrétaire d'État que sur la ligne de Tillerson, que sur la ligne de Trump. Donc on a un changement de personnel. Idéologiquement, on considère que le protectionnisme est une bêtise, que c'est quelque chose on est toujours marqué par les années 30. Le protectionnisme, il y a une seule justification au protectionnisme, qui d'ailleurs est illustrée par l'histoire américaine. C'est un pays a une phase protectionniste quand il se développe. On voit bien que pendant la guerre de sécession, le protectionnisme était l'affaire des républicains, les démocrates qui étaient une puissance agricole, le Sud, les États du Sud, qui étaient des républicains de l'Union, et les démocrates des confédérés, qui étaient une puissance agricole, étaient eux très libre-échangistes parce qu'ils voulaient acquérir à bas prix les matériels, les machines agricoles qui leur étaient nécessaires et qui venaient d'Europe. Bon, mais passé cette phase qui a été importante, le credo libre-échangiste était vraiment acquis. Or là, on le remet en cause sévèrement, et on voit à quel point d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est absurde économiquement, parce qu'on voit bien que la façon dont les processus industriels, les process comme on dit maintenant, les process industriels se développent, fait qu'on ne sait plus très bien, quand on achète un produit, si les Chinois, Européens, Américains, puisqu'il intègre de la valeur venant d'à peu près l'ensemble du monde. Donc il y a une absurdité à faire cette barrière territoriale. Bon, donc c'est intellectuellement gênant. Mais on voit bien, en revanche, quand on voit les réactions très prudentes des Européens, même un peu ridicules, taxer le Bourbon, je sais pas ce qu'il y avait d'autres, les Harley Davidson. Oui, les Harley Davidson, et les jeans, bon, plus un peu de jus d'orange, je crois. Enfin, bon, tout ça n'a vraiment pas de sens, et on sent bien pourquoi. On sent que quelqu'un comme Juncker, par exemple, intègre parfaitement ce que William Shawcross avait appelé la théorie du fou. C'est-à-dire quand on a en face de soi quelqu'un qui a un comportement irrationnel, on est obligé de prendre en compte cette irrationalité et de ne pas se comporter comme s'il était rationnel. Mais ça prouve qu'on le prend au sérieux, et qu'on estime que on est à la veille de faire quelque chose d'une profonde rupture, et évidemment une guerre commerciale générale. Trump dit que c'est facile, c'est très facile, et c'est très facile à gagner, ce qui est complètement absurde, mais une guerre commerciale serait extrêmement préjudiciable. Donc on commence à le prendre au sérieux. Enfin, géopolitiquement, il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que Trump lance la Troisième Guerre mondiale. Il y avait un film là-dessus qui disait si Hitler... Ah non, mais je plaisante, je vois Nicole qui s'inquiète. C'était le film qui disait que la Seconde Guerre mondiale se prolongeait entre l'Allemagne et les États-Unis. C'est-à-dire que là, la cible essentielle de la politique de Trump, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ça avait quand même été le cœur de la réconciliation avec l'Allemagne, le soutien à l'Allemagne. Les Américains, très intelligemment d'ailleurs, ont apporté après la Seconde Guerre mondiale tout ce qu'il fallait pour faire une Allemagne raisonnable. L'unité, parce qu'ils avaient donné l'unité, il y avait l'Allemagne de l'Est, mais pour l'essentiel, il y avait l'unité. La prospérité économique avec le plan Marshall, la sécurité fondamentale avec l'OTAN, et la démocratie avec la République fédérale. Donc les quatre éléments qui avaient profondément manqué à la société allemande ont été apportés par les États-Unis. Et là, on se prend bille en tête l'Allemagne. Donc tout cela est quand même la marque de quelque chose de très profond, et je me demande si ce n'est pas vraiment le signe
d'une autre lecture du monde, totalement fondée sur la violence, le refus du multilatéralisme, et quelque chose qui, en vérité, dans lequel Trump ne serait pas l'anomalie, mais serait le chef de file d'une autre lecture, à mon avis, absolument dramatique et dégradante de ce que doit être l'ordre international ou le désordre international de demain. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve que ce qui est très intéressant par rapport aux annonces de Trump, c'est qu'on peut les lire sur le plan économique, on peut aussi les lire sur le plan de la stratégie politique et du rapport de force par rapport aux partenaires américains. Et il y a eu beaucoup d'articles pour commenter le fait qu'augmenter les droits sur l'acier et l'aluminium était au fond peut-être une menace, mais pas tant que ça, puisque à la fois... Comme vous l'avez dit, par le biais du tweet, on peut annoncer et puis 2 minutes après dire « mais j'en exonère telle ou telle puissance », comme le Canada et le Mexique, puisque c'était en fait un moyen de pression par rapport à la renégociation de l'accord des États-Unis avec leurs grands voisins, Canada et Mexique. Et donc là, il y a l'utilisation en fait d'une menace, c'est-à-dire qu'on utilise des arguments économiques pour menacer en fait l'Union européenne, le Canada, le Mexique et surtout la Chine. Et je voulais quand même rappeler une chose, c'est qu'on nous a déjà dit hier que par exemple c'était une fusée à plusieurs étages et qu'il y avait un deuxième étage qui était qu'en fait maintenant Trump voulait ouvrir un conflit commercial avec la Chine, à la fois à l'OMC et en augmentant un certain nombre d'autres droits. Donc on a un sujet économique, mais la question c'est est-ce que ce n'est pas aussi le moment de se poser la question de, il y a un style Trump avec le tweet. On pensait du coup que Trump, quelque part, était un cyclotimique, qu'il était agité, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie Trump ? Et est-ce que c'est pas, au fond, quelqu'un qui porte quelque chose dans le plus long terme et qui n'est pas seulement un agité du bocal, qui a un problème de style par rapport à l'establishment américain, c'est clair, mais qui peut aussi, par rapport aux élections de mi-parcours qui vont avoir lieu à l'automne, avoir une stratégie interne par rapport à son électorat, qui, on le sait, est un électorat plutôt précarisé, paupérisé. La question de la Rust Belt, la question de la production d'acier américaine, la culture, la disparition de l'industrie américaine. Lorsqu'il menace l'Union européenne, il menace directement aussi l'Allemagne en disant « je vais par exemple mettre des droits de douane sur les Mercedes et les BMW ». Mais on sait que BMW fabrique déjà des voitures aux États-Unis depuis très longtemps. Donc la question, c'est au fond comment est-ce qu'on s'adresse à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et je pense qu'il faut voir la stratégie de Trump par rapport à ça. Juste pour terminer, je pense qu'il y a aussi à prendre en considération la façon dont la société américaine réagit par rapport à ces différentes annonces. On est dans un moment où vous savez qu'une élection partielle vient d'être perdue par les républicains du côté de Philadelphie. Pourquoi ? Alors c'est un lieu qui est la Rust Belt, justement, là où l'électorat de Trump était extrêmement puissant et il vient de perdre cette élection, alors même que son candidat avait été soutenu assez fortement par le Parti républicain, notamment par Trump, mais c'est aussi parce que le démocrate qui l'a emporté a repris au fond des thèses de Trump. Donc on est dans une situation où aujourd'hui, ce qui se passe pose aussi des problèmes de politique intérieure et va poser au Parti démocrate la question de sa stratégie par rapport aux élections de mi-parcours. François Bujon de l'Étang. Alors Trump, bon, il y a un problème Trump qui est la façon dont le reste du monde réagit à Monsieur Trump. Jean-Louis utilisait tout à l'heure l'expression prendre au sérieux. Effectivement, on n'a pas trop pris au sérieux Trump au début. On a pensé que c'était un drôle de personnage, un peu comme Gnafron dans Guignol, où on l'a comparé à Ubu-Roi. Et effectivement, il a des aspects Ubu-Roi. Rex Tillerson, Gilles en fout à la trappe, c'est exactement ça. Bon, pas la peine d'aller chercher d'autres exemples. Mais en réalité, ce personnage complètement en dehors des schémas habituels, a fait campagne. Il a dit des quantités de choses pendant sa campagne et il est en train de faire ce qu'il a dit. On a eu tort de ne pas le prendre au sérieux dès le début. Il faut comprendre que nous utilisons des arguments de fine diplomatie ou de géopolitique, etc., qui lui sont complètement indifférents. Il fait de la politique. Il fait de la politique, il s'adresse à sa base électorale, qui est les petits blancs des Appalaches, mais aussi les électeurs de la Rust Belt, comme chacun sait, bien qu'il y perde des élections, en effet, partielles. Et il s'adresse à eux, et avec un certain succès. Parce que sa base électorale reste extraordinairement stable. Et les gens qui ont voté pour M. Trump, dans l'ensemble, il y a 1 an et demi, continuent aujourd'hui à proclamer dans l'ensemble leur satisfaction. Donc il faut comprendre ça. Il a dit pendant sa campagne qu'il était contre le libre-échange, qu'il était pour le protectionnisme, qu'il fallait taxer les produits chinois, qu'il fallait ériger un mur à la frontière du Mexique. Il a dit des quantités de choses. Et l'ennui, c'est qu'il est en train de les faire. Il avait commencé par abandonner
donné le Trans-Pacific Partnership, par exemple. Après ça, il a suspendu les mesures de rigueur qu'il voulait appliquer à la Chine parce qu'il avait besoin de celle-ci pour l'aider à essayer de régler la question nord-coréenne. Mais aujourd'hui, où celle-ci évolue, il peut reprendre sa vieille idée. Il torture les Mexicains et les Canadiens avec les droits sur l'acier. En réalité, c'est une méthode pour leur appliquer les brodequins et leur extraire, bien entendu, des concessions pour la renégociation de l'ALENA. Et maintenant, il va s'en prendre, en effet, aux Allemands ou à l'Union européenne. Parce que ça coûte cher, quand même, tout ça. Les taxes sur l'acier et sur l'aluminium, ça coûte 5 milliards d'euros pour l'Union européenne pour l'acier et 1 milliard d'euros pour l'aluminium. Ce n'est pas négligeable. Et il enclenche, en réalité, un processus qui peut très bien se développer. Parce que, et c'est la deuxième considération, je crois que nous sommes à un tournant dans la politique de Trump et dans le premier mandat de Trump. Ça arrive très souvent dans les mandats, les vieux observateurs des États-Unis savent ça, il y a un defining moment, comme on dit, dans beaucoup de mandats présidentiels américains, il y a un moment où les choses tournent. Bush, par exemple, George W. Bush, pendant la première année de sa présidence, on ne savait pas du tout ce qu'allait être sa présidence, qu'est-ce qu'il voulait faire, on n'avait aucune idée. Il a fallu le 11 septembre pour qu'on voit que les néoconservateurs avaient pris le pouvoir et qu'on allait se diriger vers des épreuves de force. Trump, là, il s'est passé plusieurs choses à la fois. Il y a des initiatives diplomatiques importantes, comme par exemple la remise en cause de l'accord avec l'Iran, comme l'appui qu'il donne à Israël avec sa décision de transférer l'ambassade à Jérusalem. N'oubliez pas qu'il va se rendre à Jérusalem pour l'anniversaire de l'indépendance d'Israël pour y inaugurer l'ambassade des États-Unis le 14 avril, si ma mémoire est bonne. La Corée du Nord, pour laquelle on annonce le sommet. Et tout ceci correspond en même temps à des initiatives de déclenchement d'une guerre commerciale, dans lesquelles il applique au fond son programme électoral, et de durcissement de sa gouvernance, puisqu'il en profite pour faire une espèce de nuit des longs couteaux, dans laquelle il se débarrasse des gens qui ne lui plaisent pas, qui étaient trop soft, ou avec qui il n'était pas en confiance. C'est le cas du secrétaire d'État qui a quand même été viré, excusez-moi, c'est pas un terme très diplomatique, mais c'est exactement ce qui s'est passé, par un tweet, et qui, n'étant pas lui-même abonné à Twitter, a dû être informé par son assistante personnelle du fait que, monsieur le secrétaire d'État, je suis désolé, il y a un tweet embarrassant du président. Oui, effectivement. Mais en même temps, on voit le président du Conseil, Council of Economic Advisors, Gary Cohn, démissionner parce qu'il est en désaccord complet, justement, avec la politique commerciale. On voit arriver à la tête du département d'État un personnage qui s'appelle Mike Pompeo, qui est le directeur de la CIA, mais qui est surtout un républicain pur et dur en provenance des Tea Parties et qui se dit en harmonie complète avec le président sur les sujets les plus contentieux et les plus durs. Bref, vous avez un virage diplomatique, le déclenchement d'un début de guerre commerciale et en même temps un durcissement de la gouvernance qui l'amène à faire une épuration et à n'amener autour de lui que des gens qui sont le contraire de ceux sur lesquels on fondait des espoirs. Nicole Nisotto. Alors, premier point, moi je suis complètement d'accord avec Jean-Louis Bourlan. Je crois que ce qu'il faut retenir de plus grave, c'est l'antigermanisme de l'Amérique aujourd'hui. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. Il était anti-allemand quand il était candidat, et il reste et il renforce son côté anti-allemand. Il est d'origine allemande. En tant que président. Donc ça, je crois que ça aura des implications absolument phénoménales sur l'avenir de l'Allemagne et l'avenir de la construction européenne. Deuxième point, moi, je suis pas très inquiète d'une guerre commerciale mondiale. Je crois qu'il y a énormément d'arguments qui montrent qu'on peut quand même minorer un peu cette affaire. D'abord parce que c'est une bêtise et que ça va pénaliser les industriels américains qui vont être obligés d'augmenter leur prix, donc ça va augmenter, les consommateurs vont être également pénalisés. Deuxièmement, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des tentatives d'imposition de nouveaux droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Clinton avait essayé, Bush 2 avait essayé, et à chaque fois, ça s'était finalement réglé. Troisièmement, parce qu'en politique intérieure, ça le dessert. Il a annoncé, avant les élections en Pennsylvanie, qu'il allait mettre en œuvre son protectionnisme sidérurgique, et il a perdu magistralement les élections. Donc là, je crois que c'est quelque chose à lequel il peut être tout à fait sensible. Non, moi, ce qui me paraît extrêmement inquiétant, c'est que Trump légitime le nouvel ADN du XXIe siècle, qui est populisme,
plus protectionnisme, plus anti-germanisme. Et que ça, il le rend possible. C'est possible, puisqu'il le fait. Unilatéraliste. Oui, mais les petits pays ont moins les moyens d'être unilatéralistes, alors qu'ils peuvent être populistes, anti-allemands et protectionnistes. Et ça me paraît très très grave. Ils montrent que c'est possible, puisque l'Amérique le fait, pourquoi pas les autres. C'est souhaitable et c'est moderne. Alors que l'autre idéologie libre-échangiste, mondialiste, etc., c'est le XXe siècle, c'est un héritage du passé. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Troisième point, un peu pour nuancer peut-être ce qu'a dit François, avec qui je suis quand même complètement d'accord, mais une petite nuance. Je trouve qu'il y a, de la part du président Trump, une très grande cohérence sur les aspects économiques, entre sa campagne électorale et ce qu'il fait aujourd'hui. Il a toujours dit qu'il était contre le libre-échangisme et qu'il voulait remettre un peu de protectionnisme. Il le fait. En revanche, sur les aspects proprement diplomatiques, il est d'une versatilité extraordinaire. Quand il était candidat, il voulait reconnaître l'indépendance de Taïwan. Après, il a vite compris. Quand il était candidat, il avait trouvé que l'OTAN était obsolète, ça servait à rien. Maintenant, il est devenu un président très atlantiste. De même sur la Russie, souvenez-vous, Poutine était son meilleur ami quand il était candidat. Maintenant, c'est son plus grand ennemi. Et quant à la Corée, pardonnez-moi, l'été dernier, il voulait raser la Corée de la surface de la Terre, tuer le petit gros, comme il disait, et on avait peur d'une guerre nucléaire en Asie. Aujourd'hui, il est le champion de la réunification pacifique de la Corée. Dernier point, Philippe, si vous permettez. Donc, je crois que ça, c'est important. Et surtout, il brouille l'image. Il donne l'image d'un président de la République qui peut être le leader politique en faveur de la paix et du dialogue en Asie, parce que quand même la réunification de la Corée, c'est un peu derrière ça, et en même temps le destructeur de l'ordre économique mondial. Donc c'est à la fois un faiseur de paix et un faiseur de guerre commerciale, et il paralyse les alliés. Lucille Schmitt. Oui, deux petits points. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit aveuglé. Je pense que pour Donald Trump, l'adversaire principal, c'est la Chine. Et en tout cas, sur le plan commercial, c'est très net. Et là-dessus, il met les choses en scène vis-à-vis de la société américaine. La deuxième chose, c'est pas l'Union européenne, c'est la Chine. Et la deuxième chose, c'est que y a des élections de mi-parcours. Et au fond, ce sont pas des élections pour ou contre Trump. C'est par rapport à des partis politiques. Est-ce que la société américaine voudra mettre des contre-pouvoirs à quelqu'un qui gouverne par tweet et qui vire les gens par tweet? Il y a quelque chose autour d'un pari là-dessus, ou est-ce qu'elle souhaitera avoir cet homme providentiel? Je crois qu'il y aura un clivage très profond dans la société américaine, qui est une société où les contre-pouvoirs, je le rappelle, sont plus importants que par exemple dans la société française qui se donne souvent tout entière à Emmanuel Macron. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. François Bujon de l'Étang, voulez-vous l'ouvrir? Eh bien, pour ceux de nos auditeurs qui aiment le théâtre et qui s'intéressent à la Russie, puisqu'on en parle, je leur conseille de se précipiter au théâtre de Jazet pour y voir la mise en scène de Un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff, excellente mise en scène d'Alain Françon, avec beaucoup de goût, beaucoup de tact, beaucoup de finesse et d'intelligence. Dès qu'il tourne autour des Russes, Françon était particulièrement il est bon. Cette mise en scène est très réussie, mais surtout, je trouve qu'elle rend assez bien justice à Tourguenieff, au fond. Les Français sont toujours convaincus que le théâtre russe commence avec Tchekhov et Stanislavski, mais Ivan Tourguenieff, c'est 1850, c'est antérieur. Ce n'est pas le même œil que Tchekhov, c'est un œil beaucoup plus méchant, je crois, et très aigu sur la nature humaine. Il n'y a pas le côté doux amer qu'on trouve chez Tchekhov, mais il y a quand même une russité très très forte et qui s'exprime très très bien à travers une très belle langue. C'est une pièce très bien construite, très équilibrée, qu'on ne donne pas très souvent. C'est une bonne production. Et si vous voulez passer un soir d'excellent théâtre, grâce à Ivan Tourguenieff et à Alain Françon, vous avez jusqu'au 28 avril pour vous précipiter au théâtre de Jazet. Nicole Desautos. Alors j'ai aussi une brève théâtrale, sans que nous nous soyons consultés, non pas russe, mais shakespearienne. Oui. Parce que depuis le début de l'année, Shakespeare est très à la mode dans les différents théâtres. Moi j'ai vu 2 pièces formidables. L'une à l'Odéon, un Macbeth monté par Stéphane Braunschweig, et l'autre à la Comédie Française, La Tempête, montée par Robert Carsen, qui sont 2 pièces dont l'une pas très connue, enfin pour moi, La Tempête, c'était pas quelque chose que j'avais vu souvent, 2 pièces sur l'usurpation du pouvoir légitime et qui se traduisent très différemment, l'une par le pardon, un peu, La Tempête, et l'autre par la folie meurtrière, l'espèce de spirale du crime dans Macbeth, et tout ça, enfin, avec 2 mises en scène
très différentes, mais vraiment au service de la pièce, à la Comédie Française avec un Michel Vuillermoz formidable dans le rôle de Prospero. Alors, Macbeth à l'Odéon, c'est malheureusement terminé, mais La Tempête continue jusqu'au 21 mai. Vous voulez dire que la pièce se termine malheureusement ou la fin est triste ou... Le spectacle est terminé depuis le 14 mars, je suis désolée. J'ai eu peur. Lucille Schmitt. Oui, alors moi je suis comme Rex Tillerson, je ne suis pas sur Twitter, mais j'ai observé... Ça va me rendre la vie compliquée si jamais je décide de nous priver de votre collaboration. J'ai observé que cette semaine, Twitter avait fait un petit peu de littérature en invitant les twittos à faire des tweets sans eux, comme Georges Perec l'avait fait dans son roman La Disparition. Et moi, je voulais donc conseiller de lire ou relire Georges Perec, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et je voulais conseiller un petit bijou qui est peut-être moins connu que ses ouvrages principaux, qui s'appelle Cantatrix Sopranica L, et qui est en fait un pastiche incroyable de tout ce qui peut être écrit scientifique. Et en fait, le maître article dans ce petit livre, donc Cantatrix Sopranica L, est un article en anglais, un pastiche donc des articles scientifiques qui racontent comment les effets du jet de tomate sur la cantatrice. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut que vous alliez jusqu'à lire les notes de bas de page, où en fait il invente des articles scientifiques signés Roux et Combalusier, par exemple, comme la marque d'ascenseur. Et donc je vous invite à lire et relire Perec après ce que nous a conseillé Twitter. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je reste sur la Russie d'une certaine façon. Je voudrais vous recommander le journal d'Ivan Maïski, journal 1932-1943. Maïski était l'ambassadeur de Staline, l'ambassadeur du RSS à Londres pendant cette période décisive. Alors c'est un personnage très intéressant, d'abord parce que c'était en fait un menchevique, c'était le dernier, Staline n'avait pas encore dès le début abattu sa main de fer sur ce menchevique, donc c'est un homme assez libre, et pour trouver un dirigeant de l'époque stalinienne, un dirigeant soviétique de l'époque stalinienne qui écrive quelque chose, il faut se lever tôt, parce qu'ils savaient tous que tout texte qui était écrit pourrait être utilisé contre eux. À un moment, lui, il a écrit un journal, et c'est une formidable lecture de la marche à la guerre. Quand on voit les films qui sont avec le Churchill, etc., l'attitude, les liens profonds entre la Russie et Churchill, par exemple, on comprend parfaitement l'attitude de Halifax. C'est vraiment un personnage qui est extrêmement au cœur de toute la diplomatie, un diplomate à l'ancienne, d'une certaine façon, extrêmement ouvert, extrêmement comprenant parfaitement la société britannique, et vraiment essayant de trouver un accord avec le Royaume-Uni. Et en même temps, on voit que le Royaume-Uni, au milieu de tout ça, c'est la théorie d'Halifax. On n'aime pas Hitler, on n'aime pas Staline. S'ils pouvaient se taper dessus, ce serait quand même très bien. Pour faire écho à ce que vous disiez sur la prudence nécessaire, la prudence de mise sous Staline, on racontait en Union soviétique un conseil donné aux intellectuels qui était « ne pensez pas ». Si vous pensez, ne parlez pas. Si vous parlez, n'écrivez pas. Si vous écrivez, ne publiez pas. Si vous publiez, ne vous étonnez pas. Et de mon côté, je voudrais recommander la publication en folio du livre de Pascale Robert-Diard, la chroniqueuse judiciaire du Monde, qui s'appelle La Déposition, qui est un livre sur l'affaire Leroux, ou sur l'affaire Agnelet, comme on voudra, ou sur l'affaire du fils Agnelet, d'un des fils Agnelet, Guillaume, celui qui, à un moment donné, a désiré soulager sa conscience et cesser de taire ce qu'il savait et de raconter ce qu'on lui avait prié d'inventer. Il y a une atmosphère extrêmement dramatique, des comptes rendus qui sont ceux que les lecteurs de Pascale Robert-Diard dans Le Monde connaissent pour leur sobriété et pour leur qualité. Et en même temps, on est emporté par une énigme qu'on pourrait aussi ressentir d'ailleurs devant le personnage de Macbeth, c'est-à-dire quand on a tout à coup affaire à des gens qui, comme Maurice Agnelet, sont d'un seul bloc, et que ce bloc semble tellement exsuder le mal et le goût du mal qu'on ne cherche à se demander ce qu'il y a en eux qui nous fait
appartenir à la même humanité. C'est donc en collection Folio, c'est la réédition de La Déposition par Pascal Robert Diard. La référence de tous les titres que nous avons mentionnés se trouve sur notre site qui est assuré, qui a été créé, qui est assuré, qui est géré par Nicolas Tourneau, comme cette émission est préparée avec Valentin Petit, produite pour Nouvelles Écoutes par Julien Neuville, mise en onde par Maxime Olivier pour le studio L'Arrière-Boutique. J'espère que vous nous retrouverez la semaine prochaine et d'ici là, ne manquez pas de faire savoir que nous sommes nous sommes chaque semaine disponible, tout le monde se moque de mes bafouillages, ce qui est très désagréable, et je vais faire des tweets incendiaires et il va y avoir du sang et la trappe va s'ouvrir considérablement. Je ne sais même plus ce que je disais du coup, sauf que je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine et voilà. Moi je dis vive notre père Ubu.